Alors, bienvenue à cette troisième conférence de notre cycle, Nos sociétés en transition et en discussion. La conférence de ce soir, on en parlera dans quelques minutes. C'est la dernière conférence de notre programme, puisque le prochain événement est une conférence participative, donc un atelier où on va essayer d'échanger, de faire des choses un peu différentes de ce qu'on a eu l'habitude de faire jusque-là. C'est pas encore tout à fait très clair de ce qu'on va faire réellement en fait, mais on va essayer d'avoir quelque chose de beaucoup plus pratique. En tout cas, ce soir, c'était la dernière conférence de notre cycle jusqu'à il y a peu. Puisque aujourd'hui, nous pouvons enfin vous l'annoncer, nous aurons l'immense plaisir, le 23 mars prochain, de clôturer ce cycle de conférences en beauté avec la venue exceptionnelle de Rob Hopkins à l'Université de Mons. Donc je vous invite dès à présent à non seulement noter dans votre agenda la date du samedi 23 mars, je vous remercie, je vous invite à noter dès à présent la date du samedi 23 mars, mais surtout à vous inscrire aussi vite que possible à cet événement. Donc les informations sont disponibles sur la page Transition Now et vous voyez qu'il y a un site pour vous inscrire. Je vous invite à vous inscrire rapidement puisque la conférence sera limitée à 700 places. La conférence sera évidemment donnée en anglais par Rob Hopkins, mais nous assurerons un service de traduction simultanée pour lequel vous devez également réserver votre petit casque pour lequel une participation aux frais vous sera demandée. Donc voilà, on est très heureux de pouvoir accueillir Rob Hopkins à l'Université de Mons. D'autres événements, donc la semaine Transition Now dure en fait 2 semaines, il y a énormément d'événements un peu partout. Beaucoup de villes en transition se mobilisent pour organiser des conférences. À Mons, en plus de la conférence de Rob Hopkins, nous aurons un forum ouvert pour les adultes la journée, mais également pour les jeunes et une session particulière pour les entrepreneurs en transition. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes ces informations. Pour ce soir, on revient à l'agroécologie et on va comme d'habitude vous présenter quelques acteurs locaux liés au domaine de ce soir et c'est Quentin qui va faire ça. Voilà, donc cette conférence est organisée conjointement par Mons en Transition et l'Université de Mons. Donc Mons en Transition, en quelques mots, c'est une association citoyenne qui souhaite œuvrer pour une société qui est plus durable et plus solidaire. Donc on essaye de remettre en question nos modes de vie, on essaye de remettre en question aussi notre civilisation plus globalement avec ses modes de production, afin donc d'évoluer vers une société plus respectueuse de l'environnement. Alors les missions que nous nous sommes données, c'est vraiment d'informer et de fédérer les citoyens autour de ces thématiques de la transition. Et donc plus concrètement, je vais présenter les actualités de la transition pendant les prochains mois. Donc vous avez sorti votre agenda pour noter la date de la conférence de Rob Hopkins, mais vous pourrez noter beaucoup d'autres choses. Donc notre prochaine conférence, Zéro déchet, ça vient déjà d'être évoqué. Alors faites attention, donc il y a un changement de salle, ça ne se fera pas ici, ça va se faire dans le bâtiment Les Grands Amphithéâtres, qui est de 2 pas, donc sur le même campus, dans l'amphithéâtre Marie Curie. Donc notez bien le changement de lieu par rapport aux habitudes. Donc ça, c'est ce qui concerne la prochaine conférence. Donc l'objectif sera donc de discuter de bonnes pratiques pour réduire les déchets. Donc ça va par acheter différemment, mais aussi consommer différemment et faire des gestes différemment, ne fût-ce que aussi pour l'alimentation, mais aussi pour les différents cosmétiques qu'on achète souvent emballés dans des plastiques. Et donc voilà. On en discutera dans exactement 1 mois. Voilà, alors Mons en Transition organise avec le Centre culturel de Mons, avec Mars, un festival qui s'appelle donc le Festival Demain. C'est un festival qui présente divers événements culturels, donc c'est du théâtre, de la musique, toutes sortes de choses, en rapport avec les thématiques du film Demain, donc qui sont tout à fait liées aux activités de Mons en Transition et aux valeurs que Mons en Transition veut défendre. Donc voilà, alors ce qu'on voit ici, donc c'est un des événements du festival, c'est Nourrir l'humanité, c'est un métier, c'est une pièce de théâtre que j'ai vue il y a quelques années déjà et qui reviendra à Mons. C'est vraiment très intéressant, on y voit le quotidien des agriculteurs, de ces gens dont le métier est de nourrir l'humanité. C'est un métier absolument essentiel pour nous tous et ces agriculteurs sont parfois en première ligne
quand il s'agit ils sont en première ligne face au dérèglement climatique et face aussi parfois aux différentes crises qu'on traverse. Dès que notre société traverse une crise, c'est le prix de l'alimentation qui est remis en question. Et donc voilà, on parle de toutes ces pressions aussi sur le prix. C'est vraiment un spectacle émouvant et très intéressant, donc je vous le conseille fortement. Et il y aura donc toute une série d'autres événements du 25 mars au 5 avril. À la fin de la conférence, il y aura donc un petit drink convivial et vous pourrez avoir plus d'informations sur ce festival. On a des programmes, donc voilà, nous pourrons vous les distribuer. Alors, depuis plusieurs mois, nous avons en Belgique et même à l'étranger aussi beaucoup de mobilisations pour le climat. Ça a commencé modestement en septembre à Bruxelles avec un rassemblement d'1 millier de personnes. Et puis on a atteint le sommet avec 70 000 personnes en décembre et à nouveau 70 000 personnes à Bruxelles au mois de janvier. Cette mobilisation continue. Voilà, on ne peut que se réjouir de l'impact que ça a eu. On en parle beaucoup dans les médias. Je pense que ça, malgré ce qu'on peut penser, maintenant la question climatique est à l'agenda politique et sera certainement dans les débats des prochaines élections. Voilà, la prochaine mobilisation, ce sera le 31 mars, comme vous le voyez, à Bruxelles. Voilà, nous espérons quand même battre le record des 70 000 personnes du mois de janvier, peut-être 100 000, qui sait. Donc voilà. Alors ça a lieu pendant le festival demain, donc vous ne pourrez pas faire les deux en même temps. Mais bon, il n'y a pas de mauvais choix, les deux sont bien. Voilà. Voilà, donc je vous invite tous à aller manifester à Bruxelles le 31 mars. Voilà, alors dimanche dernier, Mons en Transition a participé à la projection du film L'Illusion verte. Je voulais en dire quelques mots. Donc c'est un film qui dénonce certains abus liés à des labels qu'on peut trouver sur nos aliments, un label bio, des labels de commerce équitable, des labels qui garantissent que certains cosmétiques ne sont pas testés sur des animaux. Et donc ça dénonce le fait que certains de ces labels sont mensongers, ou en tout cas, ou alors parfois avec des très peu de critères de sélection. Donc voilà, ça dénonce ça, notamment l'huile de palme durable, ça n'existe tout simplement pas. Donc quand vous voyez un tel label, dites-vous que ça n'a aucune valeur. Voilà, c'est une des moralités de ce film. Donc on en a parlé dimanche, et nous avons eu une présentation du CPCP, donc c'est le Centre permanent pour la citoyenneté et la participation. Et donc c'est une ASBL, donc vous pouvez visiter le site internet, et vous pourrez trouver sur leur site internet un rapport qui évalue les différents labels que vous trouvez. Certains labels ont un cahier des charges tout à fait sérieux et ont des mécanismes de contrôle des producteurs qui fait que quand on a un produit labellisé, on peut espérer que ce produit respecte certaines règles. Mais d'autres labels n'ont aucun moyen de contrôle. C'est juste une déclaration du producteur. C'est sur la confiance. Donc ces labels-là, c'est un peu naïf de croire que tous les produits qui ont ce label seront de qualité. Et donc je crois que la moralité de ce film et du rapport du CPCP, c'est qu'il faut être critique, il faut se renseigner. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les labels que vous voyez, à vous renseigner sur les producteurs que vous voyez. Et n'hésitez pas donc à lire le rapport du CPCP. C'est très simple, vous allez sur leur site web, vous faites une recherche en mettant le mot-clé label et vous tomberez sur ce rapport qui évalue les différents labels, donc pour l'alimentation, les cosmétiques et différents types de labels sont commentés. Donc ça permet, je pense, de se questionner sur ces thématiques. Voilà. Alors on en arrive à un combat difficile. Donc dans la région, donc à Frameries, il y a un projet d'implantation d'une usine de pommes de terre, de traitement de pommes de terre. C'est l'usine Clarbout. Voilà, on est vraiment inquiet sur l'installation de cette usine, sur les retombées que ça peut avoir, les nuisances que ça aura sur l'environnement, ainsi que sur la région de Frameries. Donc des citoyens se sont mobilisés. Il y a un groupe Facebook sur lequel vous pouvez suivre les actualités de cette question. Donc vous tapez sur Facebook La nature sans friture et vous trouverez donc ce groupe Facebook. Voilà, il y a une pétition qui tourne aussi donc pour s'opposer à cette multinationale, hein, parce que c'est vraiment tout le contraire des industries qu'on voudrait promouvoir avec Mons en Transition. Les pommes de terre qui seront traitées, si ça s'installe, viennent de plusieurs pays de l'Est et assez lointains. Voilà. Elles seront... Pardon ?
Ah, tu croyais que c'était des produits locaux? Ah non, pas du tout. Non, 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 du tout. Et les produits qui seront fabriqués ne seront pas nécessairement vendus en Belgique. C'est vraiment une multinationale qui vend à l'étranger. Non, non, c'est la grosse multinationale. C'est le Coca-Cola de la frite. Voilà. Soyons clairs. 5% vendus en Belgique. Voilà. Donc, si ça c'est local, alors moi je. S'ils ont un label produits locaux et bio, là, je me pose des questions sur le label. Voilà, donc on est très inquiet. Il y a une mobilisation pour s'opposer à cette. Voilà, on parle de 800 camions par jour. Vous vous rendez compte de l'énormité de cette usine. Voilà, c'est tout sauf une production artisanale et locale. On n'amène pas 800 kilos, 800 camions par jour si on fait du local. Je pense que ça semble évident. Voilà, donc je vous invite à vous renseigner également sur ce sujet. Alors, j'ai, comme la dernière fois, une liste de diffusion. Donc, ceux qui ne seraient pas dans notre mailing list, vous écrivez tout simplement votre email sur la feuille que je vais faire circuler. Et comme ça, vous aurez des informations régulièrement sur nos conférences. Donc, je fais tourner la feuille. Voilà, je crois que j'ai quasiment tout dit. Donc voilà, à la fin de la conférence, il y aura une réception. Je crois que... Ah bah, c'est pas tout de suite. Donc pour l'instant, on va présenter donc l'écocentre Oasis. C'est Pierre Léger qui va prendre la parole. Moi, je vais Voilà, tout d'abord, bonjour. Moi, je m'appelle Pierre. Je voulais tout d'abord remercier quand même Mon Sans Transition pour l'invitation qu'ils ont faite à l'Écocentre pour pouvoir un peu parler de notre projet. Alors, qu'est-ce que c'est l'Écocentre? Avant tout, c'est une initiative citoyenne. Donc, c'est un projet qui est né au départ il y a un peu plus de 5 ans, de 4 personnes. Et l'idée est partie d'un constat qu'on fait toujours aujourd'hui, hein, ça ne date pas d'hier, d'observer ce qui se passe dans le monde, de voir le dérèglement climatique, de voir la raréfaction des ressources naturelles, de voir la perte de biodiversité, de voir la malbouffe, de voir la pollution. Et sur base de tous ces constats, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis sûr que beaucoup parmi vous se posent ce genre de questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors maintenant, j'adore, on voit des marches pour le climat, c'est génial. Et ce qui est demandé, c'est de faire bouger le politique. C'est une demande principale. Eh bien nous, il faut ça, mais nous, on emprunte la porte, une autre porte, c'est celle de l'initiative citoyenne. Et donc de se dire, voilà, nous, on ne va pas attendre que le politique bouge, nous, on va faire des choses concrètes, aujourd'hui. Alors donc on a eu envie d'agir. Et on a décidé de mettre en place, de développer un espace spécialisé dans l'écologie appliquée. Donc pour ça on s'est dit, bon, on va avoir besoin d'un lieu. Un lieu, c'était important, un endroit où on pourrait s'installer. Et donc il y a 5 ans, on a commencé à faire le tour dans la région de Mons. Et on a trouvé une petite maison avec un peu de terrain du côté de Glun, un truc pas trop cher évidemment, parce que on n'a pas vraiment des gros moyens, mais on a quand même cassé notre tirelire, on a acheté le lieu, on s'est dit voilà, on va s'installer là et on va agir tout de suite. Et donc une des premières choses qu'on a mis en place, c'est simplement un jardin. Donc on a développé un jardin, un potager, des cours donnés chaque samedi matin qui tournaient autour de l'initiation au jardinage biologique et à la permaculture. J'aimerais bien vous parler de ça maintenant, mais je ne vais pas en parler parce que c'est pas le moment. Mais n'hésitez pas à venir me trouver après pour en discuter. Alors, on a trouvé ce lieu, on a commencé à faire des animations, on a construit un four à pain, on a commencé à organiser toute une série d'activités, on a accueilli des jeunes d'un peu partout en Europe, même parfois d'un peu plus loin, pour organiser des chantiers internationaux. Donc, ils sont venus pour apprendre à, par exemple, poser des enduits à l'argile, des enduits à la chaux. Donc, voilà toutes les activités qu'on a fait. Et puis, au bout de 5 ans, le groupe s'est étoffé. On a de plus en plus de personnes qui ont rejoint le noyau dur. Aujourd'hui, on est une douzaine de membres très actifs au sein de l'écocentre. Et avec ça, le lieu est devenu trop petit. À tel point que, et c'est tout récent, on a décidé de vendre l'écocentre et de chercher quelque chose de plus grand. Donc c'est tout récent puisque ça date de fin du mois de janvier. Et donc, si je dis ça, c'est aussi, bon, je ne sais pas, hein, si quelqu'un parmi vous a dans sa poche, dans son sac, du terrain, donc au moins 1 hectare, voire plus, et un bâtiment, peu importe l'état, ça nous intéresse, on en discute.
Donc voilà, mais malgré ce changement, nos activités continuent et on n'a jamais autant programmé d'activités que maintenant, puisque rien que sur les 4 mois qui viennent, on a programmé 24 activités. Et donc, je vais pas les détailler, c'est pas le moment, sinon je vais passer 1 heure à ça, mais on va les montrer. Je trouve qu'on a fait des chouettes slides, donc autant les montrer. Lisez-les, je les cite. Si ça vous intéresse, venez me trouver. On a tout sur le site internet. Donc, greffe, taille de fruitier, voilà, on peut passer. Atelier vidéo sur l'écologie dans tous ses états. Donc, c'est apprendre à tourner un film, comment réaliser un film autour de l'écologie. Voilà, les teintures végétales, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vin naturel, vin vivant. Donc, c'est un film que Rino Noviello, qui est un des membres fondateurs de l'Écocentre, a réalisé. Donc, c'est tourné dans le cadre de l'Écocentre. Super film sur les vins nature. Jardinage, bio et permaculture. Donc, ça, c'est une formation, initiation qui est donnée sur toute la saison. Donc, il y a une dizaine de séances de formation. Ça se donne à Lyon. Cycle cosmétique, j'en ai mis qu'un seul parce qu'il y en a plein. Il y a les savons, il y a les... je ne les connais même pas tous par cœur. Mais bon, voilà. Atelier fromage, là, ça, on comprend bien ce que ça veut dire. Ah oui, alors, atelier de réflexion en écologie, ça, c'est sympa. C'est organisé d'ailleurs avec Mons en Transition. Voilà, je ne vais pas détailler. Décroissance, donc simplicité volontaire, ça parle certainement à certains d'entre vous. Pain au levain, ça, c'est aussi mon dada. Résister à l'agression publicitaire. Vous voyez, les thématiques sont quand même très très larges. Un autre film qu'on a réalisé sur le pain, vraiment des splendides images, ça vaut vraiment le coup de le regarder, de le voir. Il passe à plusieurs endroits d'ailleurs. Au compost. Bijoux reconvertis, là, voilà, par exemple ça. Chambre à air, vous voyez, on peut faire quand même des très très belles choses. Atelier lactofermentation, on va arriver au bout. Vannerie sauvage. Voilà. Donc ça, ce sont un peu les différents ateliers qu'on donne. Ça vous donne aussi une idée du type de sujet qui est développé dans le cadre de l'Écocentre. Voilà. Alors, je voulais toucher un mot aussi, c'est pas l'Écocentre, ça, de jardin ouvert. Donc, puisque la personne qui devait venir en parler est malheureusement malade. Et donc, voilà, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais voilà. Donc, Jardin ouvert, c'est une association qui organise tout au cours de la saison des visites de jardins, donc la plupart du temps des jardins privés, qui travaillent de manière forcément biologique, en permaculture. Et donc ça vaut vraiment le coup. Bon, il y en a beaucoup, hein, vous allez avoir du mal à aller à tous, mais par contre, il y a vraiment des super endroits à aller voir. Et donc, il y a toute la liste qui se retrouve sur Internet aussi. Moi, j'ai une liste ici. Voilà, si ça vous intéresse. Voilà, je ne vais pas dire d'autres là-dessus. Voilà, je vous remercie. Donc, on va peut-être laisser la suite. Voilà, donc je voudrais vous annoncer que vous signaler donc que les producteurs que nous avons pour la restauration de ce soir. Donc nous avons la Maison des Vins Fins et la Brasserie Saint-Lazare dont nous avons déjà bien l'habitude. Et nous avons les 4 saisons d'Épiphanie, donc qui nous proposeront des grignotages artisanaux et à base de produits locaux. Alors durant donc ce petit moment de convivialité, nous avons des tracts et des programmes sur le festival demain, sur les différents événements que nous venons de présenter. Et je tiens à ajouter que donc Mons en Transition est une association citoyenne dans laquelle tout le monde est le bienvenu. Donc voilà, si vous vous retrouvez dans les valeurs que nous défendons, n'hésitez pas à m'en parler ou à en parler à un autre membre de Mons en Transition. On prend vos coordonnées et vous pourrez donc vous investir activement, si vous le souhaitez, dans l'organisation de toutes ces activités. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà, et maintenant je laisse la parole à Baptiste qui va nous présenter la conférencière. Merci. Voilà, donc ceux qui sont déjà venus savent que c'est un exercice que j'aime encore bien, de présenter notre conférencier ou notre conférencière aujourd'hui. Et je suis content qu'enfin nous ayons une conférencière. J'espère que vous l'aurez noté comme moi. Alors, Alison Loconto est italienne et américaine. Vous allez entendre à son accent qu'elle a effectivement déjà bien bourlingué. Elle a fait des études de sociologie aux États-Unis, à l'Université du Michigan, où elle a également obtenu un doctorat en sociologie. Ensuite,
Elle est revenue, peut-être pas tout de suite, je n'ai pas bien tout suivi le parcours parce que c'est compliqué, mais elle a ensuite travaillé pour la FAO à Rome. Elle travaille aujourd'hui à Paris, pour l'INRA, où elle est devenue une des plus grandes spécialistes de la transition agricole et des systèmes agroalimentaires durables dont nous allons parler aujourd'hui. Elle travaille donc à l'INRA pour le laboratoire interdisciplinaire des sciences et innovations et sociétés, mais elle est toujours chercheur invité à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO donc. Alors elle est présidente de plein de comités de recherche et de rédaction dans des revues internationales, de divers conseils, etc., que je ne vais pas vous lister aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de parcourir son CV, elle a donné un nombre inimaginable de conférences dans divers pays ces dernières années. Nous avons donc non pas une exclusivité aujourd'hui, loin de là, mais nous avons une grande chance d'accueillir Alison Loconto. Elle a rédigé donc de nombreuses publications, de nombreux chapitres d'ouvrages et des rapports, dont l'un particulièrement intéressant que je vous invite à consulter si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est un petit peu long pour le faire ce soir pendant la conférence. C'est le rapport de la FAO sur les marchés innovants et l'agriculture durable. J'attire votre attention sur le fait qu'il y en a 4 sur la table ici, qu'ils sont à disposition et qu'ils sont donc offerts généreusement et qu'ils pourront être dédicacés aux 4 premiers qui se pointeront à la table après la conférence. Je serai assis tout près, évidemment. Alors, j'ai parlé des rapports qu'elle a écrits. Ces rapports, ils se basent sur un travail de longue haleine dans de nombreux pays. Alison Loconto a beaucoup voyagé sur presque tous les continents. À mon avis, pas en Antarctique. Il ne doit pas y avoir beaucoup de systèmes agricoles à aller étudier en Antarctique, mais sur presque tous les continents, donc. Ce qui fait qu'elle parle effectivement 5 langues. L'italien et l'anglais étant ses langues maternelles, mais elle a aussi appris le français en allant travailler à l'INRA, l'espagnol et même le swahili. Alors aujourd'hui, elle nous fait effectivement ce plaisir immense de venir partager ses voyages et de nous en offrir un au travers des systèmes alimentaires. Je vous demande d'applaudir Madame Loconto, s'il vous plaît. Merci, bonsoir à tous et toutes. Et j'espère que c'est pas une déception, ce que je vais dire, parce que c'était un peu... bon, c'était beaucoup. Alors, merci vraiment pour l'invitation d'être ici. C'est vraiment un plaisir pour moi. Moi, je suis sociologue. Ça veut dire que je travaille beaucoup avec les acteurs du terrain et j'essaie vraiment de m'impliquer dans les processus pour pouvoir mieux savoir comment le changement s'efface dans les sociétés. Alors ça, c'est précisément ce que je vais faire ce soir. Et donc, je suis vraiment contente d'avoir aussi la possibilité de faire une discussion après. Et j'essaie de pas trop parler avant et de laisser du temps à la discussion. Mais j'ai plein de choses à dire aussi. Alors, je commence. Je ne sais pas comment... Voilà. OK. Et pour commencer, et pour s'assurer qu'on parle la même langue, parce que, comme Baptiste vient de dire, le français, c'est le 5e langue que j'ai appris dans ma vie. Alors, je parle un petit peu aussi du portugais, mais je ne peux pas dire que je le parle bien. Bon, voilà. Alors, pour bien se mettre sur la même page, je pose les questions au public. C'est quoi un système alimentaire? Idées? Des idées? Des producteurs et des consommateurs. OK. Autre chose? Une organisation commerciale. OK. 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 Ouais. Bon. Et souvent, quand les gens pensent au système alimentaire, ils pensent vraiment au processus qui passe depuis la production jusqu'à la consommation. Et souvent dans un concept un peu linéaire, c'est-à-dire la tomate est faite là, dans le jardin, ça passe par le marché et ça arrive sur la table, je le mange. Et c'est considéré un peu comme ça. Et il y avait... Bon, pardon. Voilà.
C'est une présentation participative. Alors, il y avait depuis quelques années un panel d'experts d'autres niveaux organisé par le comité de sécurité alimentaire. Je ne sais pas si vous êtes tout au compte qu'il y a un comité de sécurité alimentaire qui se siège à la FAO à Rome, qui inclut la participation pas seulement du gouvernement, mais aussi une participation très active de la société civile, des ONG, mais aussi des organisations, des consommateurs, des producteurs, des autres acteurs dans le système, et le secteur privé est là aussi. Et chaque année, effectivement, ça sort un rapport de ce panel de haut niveau qui parle, qui essaie de mettre en certain sens un peu de ces questions qui circulent dans le monde autour des questions alimentaires, de sécurité alimentaire, mais aussi les systèmes alimentaires. Et selon nous, c'est ça le système alimentaire. Alors, ce que nous pensons, c'est ça? Ah ouais, c'est génial. Alors, ce que nous avons pensé qu'était le système alimentaire, c'est effectivement les chaînes d'approvisionnement seulement. Mais ça fait partie de tout un système plus grand et qui inclut les régimes alimentaires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mange finalement, qu'est-ce qu'on ingeste dans le corps, les comportements, pourquoi acheter d'une part et pas d'une autre, pourquoi on a l'accès ou on n'a pas l'accès, parce que certaines de ces idées sont venues aussi d'entre vous, hein. C'est pas seulement eux qui ont pensé à ça. Et alors, également, les conditions même environnementales du système, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des marchés où on peut aller pour acheter les choses? Ou s'il y a, par exemple, des firmes ou des exploitations agricoles juste à côté où on peut acheter directement ou cultiver nous-mêmes. Il y a des balcons avec des produits, c'est-à-dire quelles sont les conditions de où on habite, l'espace, comment ils sont organisés, qui les contrôle. Toutes ces questions-là font partie de ce que nous voulons savoir autour et pour ces questions des systèmes alimentaires. Alors, la durabilité, parce qu'on parle pas seulement des systèmes alimentaires, mais aussi la durabilité, c'est quoi? Un système qui n'épuise pas les ressources. Ok. Un système circulaire. Ok. Des autres idées? Qui fonctionne à long terme, Ok. mais qui est socialement équitable. Ok. D'accord. Ouais, ouais. Économiquement durable aussi. Parfait. Oui, qui nourrit le paysan, enfin qui nourrit le producteur ouais. correctement. Très bien. Moi, je n'ai pas de réponse. Parce que, comme vous savez, ça dépend vraiment du contexte où on vit. Et dans quelle situation on est déjà pour pouvoir faire qu'un système qui en veut bien avec les valeurs que nous voulons puisse résister longtemps aussi pour les futures générations. Effectivement, c'est ça. Il y a aussi les 4 piliers qu'on dit plus tant social, économique et environnemental, mais et de bonne gouvernance aussi. Mais ça, c'est vraiment un exercice un peu académique pour toujours dire ça. C'est très important de le sentir et de penser à ce qu'on veut, qu'il soit durable dans nos systèmes. Alors, innovation sociale. Ça, c'est encore autre chose. C'est un mot qui vient un peu de la littérature, mais aussi des mouvements. Et là, je passe un peu plus vite. Je ne demande pas si quelqu'un veut le dire, mais parce qu'il y a une définition qui circule un peu à l'intérieur de l'Union européenne, qui essaie de parler des initiatives plutôt citoyennes, qui essaient de fournir des services qui jusqu'à maintenant
on ne trouve pas d'ailleurs. C'est-à-dire, ni l'État, ni le marché, ni le secteur privé arrivent à fournir ces services. Et ce sont des approches qui sont très importantes. Alors, les citoyens même, des personnes qui sont actifs dans leur système alimentaire, essaient de s'organiser, de se mobiliser pour fournir les services qu'il faut. Nous avons aussi un papier, un numéro spécial là-dessus, mais voilà. Si quelqu'un veut lire un peu de la théorie derrière. Alors, pour savoir où on va, c'est très important de commencer où l'on est. Alors, nous sommes là. Ça, c'est le système global alimentaire. Un peu en reprenant en fait la question de la filière, c'est-à-dire l'approvisionnement, parce que nous avons ces données-là, et donc on peut représenter que ça, pas tout le reste. Alors, on voit que du côté des entrants, parce qu'une grande partie de ce qu'on mange vient, il faut être planté, il faut être cultivé. Et donc, il y a les entrants qui sont très importants par rapport à la production agricole. Et voilà, ici, il y a une concentration énorme entre peu des entreprises qui contrôlent ça. Ces 6 entreprises qui contrôlent les semences, c'est un peu ancien là, c'est de 2015. Alors, après ça, on sait que ces 6 entreprises sont devenues 3 d'aujourd'hui. Alors, la majorité des semences dans le monde sont contrôlées par 3 entreprises. Ça, c'est compliqué. Parce que comment on fait? Car tout ce qu'on voit ici, qu'il y a une certaine canalisation dans le sens, dans le système, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contrôle par certains types, certaines approches, certaines valeurs dans le système. Et ça, c'est très important de se rappeler. Et là aussi, on passe. Ce qu'on veut faire, c'est de l'agiter un peu, ce système, non? De le changer. D'essayer, certaines fois, il y a aussi une idée de faire tous localement, de recouvrir tous ces différents besoins à l'intérieur d'un système qui soit ancré dans le territoire avec les communautés, avec nos amis, nos parents, les gens qui partagent aussi les valeurs qu'ils ont vu mettre dans le système. Alors, ce qui est certaines fois qui est un peu difficile à mettre en action et aussi de peut-être comprendre, est-ce qu'il y a un système global qui domine, mais il y a aussi beaucoup de systèmes locaux. Et ce qu'on veut, c'est d'encourager plus les systèmes locaux. C'est pas nécessaire d'avoir un système local parce que chaque situation est différente. Chaque version de l'hétérogénéité pour une population, pour une communauté est différente. Il faut bien réfléchir collectivement autour de ce qu'on veut, les valeurs qu'on veut mettre à l'intérieur d'un système pour le pouvoir mettre en action. Et c'est ça ce que nous cherchons de promouvoir avec la recherche que nous faisons. Alors, moi, je passe pour parler effectivement de ce que nous avons fait pendant les derniers 6 ans avec la FAO, l'INRA et un réseau des innovateurs comme vous, effectivement, dans le propre, à l'intérieur, pas forcément dans des organisations, mais dans des initiatives qu'ils ont mises en action dans leur ville, dans leur communauté, pour pouvoir apprendre comment ils ont fait pour faire des changements dans leur système, pour faire plus des systèmes locaux. Alors, nous avons commencé en 2013 et nous avons lancé un appel à propositions pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que souvent, ce qui passe à l'intérieur de l'ONU et ces grandes organisations, ils se pensent de savoir déjà tout. Et donc, ils ont déjà des cas qu'il faut répéter tout le temps. Et ils ne savent pas ce qui existe réellement dans le monde parmi les populations. Et alors, nous avons lancé un appel et nous avons eu... parce que c'est un appel un peu particulier. Alors, on ne peut pas imaginer que tout le monde réponde. Mais nous avons eu 87, c'est autant de 7, c'est ça, ici. Ouais. Réponse
pour un appel que nous avons envisagé de pouvoir identifier et travailler seulement avec 10, mais c'était trop difficile. Il y avait trop beaux projets, je ne sais pas comment dire. Les projets étaient trop intéressants et trop de choses qu'il faut partager. Et donc, nous avons finalement dit, OK, on commence avec 15 et lentement, on essaie d'augmenter et de faire entrer dans le réseau des autres parce qu'il y a trop d'expériences qui sont intéressantes à partager et il faut faire un peu de publicité autour de ce qu'ils font. Et alors, nous avons fait une période de recherche où moi, j'ai voyagé et mes collègues aussi ont voyagé. Nous avons participé avec les personnes qui ont mis en place leur propre innovation et nous avons essayé de mieux comprendre quels sont les mécanismes qu'ils ont utilisés pour pouvoir faire si que l'initiative a duré dans le temps. Donc, nous avons analysé des expériences qui, les premières ont commencé il y a 30 ans, des autres 5-10 ans. Et donc, nous avons cherché vraiment de comprendre pourquoi cette expérience a bien marché et comment on pourrait créer aussi des conseils pour des autres personnes qui veulent mettre en action une telle initiative. Et nous sommes toujours effectivement au boulot, on travaille encore. Et on est en train de terminer ça. C'était la première publication qui est sortie. Il y a une autre, je vais le montrer. Ouais. Bon, je montre ça avant. Alors, ça sont les pays et les différentes expériences. Que nous avons commencé avec ceci. Et nous avons ajouté tout le reste pendant les dernières années. Et alors, ça commence à augmenter un peu. Et je n'aurai pas le temps pour parler de toute expérience ce soir. Je vais parler que de certains qui montrent bien certaines de ces recommandations que nous avons faites collectivement par rapport au conseil pour et plutôt les décideurs politiques qui cherchent des réponses, parce que ça c'est aussi un autre rôle de l'FAO, et de donner des conseils politiques pour comment encourager ce type d'expérience. Et alors, oui, nous avons commencé à Bogota avec le premier atelier chercheurs-acteurs. Et nous avons parcouru vraiment des expériences de cultivation qui sont très intéressantes. Ça, c'est dans une zone écologique qui s'appelle le Paramo, qui est à haut niveau, c'est-à-dire plus que 2000 mètres d'altitude. Et ils ont fait ce type de cercle. Et vous connaissez ça? Ça fait partie de la biodynamie, en fait, qui permet de garder bien l'eau à l'intérieur de ces parcelles et ça permet parce que là, il fait froid et il n'y a pas trop d'eau, mais beaucoup d'eau dans l'air. Et donc, avec ce système-là, ils ont pu cultiver des laitues ça fait pas du tout partie de la cuisine locale, parce que c'était tout le temps difficile de les avoir. Et maintenant, ils ont pu ajouter aussi des autres aliments qui font très bien pour la santé, qui peuvent mettre avec les autres aliments. Et dans cette expérience, et je vais en parler plus tard, il y a des liens très intéressants qu'ils font avec les chefs de la gastronomie locale. Et c'est un peu emblématique des approches qui commencent à sortir, c'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup de liens et des alliances entre les différents acteurs dans son système alimentaire, pas seulement les producteurs, pas seulement les consommateurs, mais aussi des autres acteurs qui nous nourrissent en fait. Et alors ça, c'est un autre constat que je vais expliquer après. Alors, j'arrive à ça. Ceci sont les différentes publications qui viennent de sortir pendant tout ce temps. Et nous sommes en train de terminer le dernier, qui sera en vade mecum
guide, j'ai appris le mot vademecum au Sénégal. Je ne savais pas. Et maintenant, je l'utilise tout le temps parce que je le trouve trop chouette. Parce que le latin originaire, ça veut dire vademecum, et on va ensemble. Voilà. Et donc, pour moi, ça, c'est très intéressant. Ça veut dire on guide, on type du guide, mais c'est aussi le sens de collectivité qu'il faut apprendre à aller ensemble. Et alors, on est en train de terminer ce dernier qui sera publié cette année. Et l'idée derrière ça, moi je vais expliquer ce qu'il y a dedans, mais ce qu'on veut faire, est-ce que ce vademecum peut être utilisé pour plusieurs personnes qui puissent s'adapter aux situations, qui va donner des idées, des astuces sur les différentes approches qui existent, parce qu'il y a plein de choses qui sont déjà faites. C'est bien d'apprendre auprès des autres et c'est ça ce qu'on essaie d'encourager. Alors, grâce au premier atelier chercheur-acteur que nous avons fait en Colombie, nous avons commencé à récupérer un peu de ces recommandations pour les décideurs politiques, c'est-à-dire des personnes qui peuvent prendre une décision, n'importe pas quel niveau, c'est-à-dire de la municipalité, du commune, niveau national, international, régional. Il y a certaines choses qui peuvent aider dans la création de la durabilité de ces approches. La première, est-ce que nous avons trouvé, et toutes ces choses, alors, ça sort de notre atelier, des expériences de toutes les personnes qui ont participé dans ce livre-là, et nos recherches aussi autour de ces expériences. Et la première chose que nous avons notée avec toutes les expériences, il y avait tout le temps une approche qui était de recherche participative. C'est-à-dire, il y a eu des alliances entre les chercheurs et les acteurs, les producteurs surtout, mais certaines fois aussi les consommateurs, pour apprendre ensemble et d'expérimenter avec les nouvelles situations. Et je vais expliquer avec ce que ce groupe en Colombie avait fait, qui s'appelle Familia de la Tierra, et qui est un groupe de 50 familles, donc c'est-à-dire ils ne sont pas producteurs individus, mais des familles de producteurs qui travaillent ensemble, qui ont créé dans cette zone de l'appartement un système qui permet d'expérimenter avec des anciennes variétés. Alors, je dois souligner qu'ils sont dans la zone qui est la réalité du Bogota. Donc, pour bien placer, je ne sais pas si vous avez un peu une idée, parce que la Colombie est très grande. Il y a une partie qui est très tropicale, et il y a le sud qui est dans les Andes, les montagnes indiennes, et c'est ça l'écosystème où ils sont. Et alors, il y a ce parc qui est dans cette zone-là. Et dans ce parc, ça fait partie d'un programme avec un hôpital psychiatrique où ils ont développé un système je ne sais pas comment on pourrait dire, c'est du soin agricole pour les patientes. Ils ont commencé à travailler la terre, s'interagir avec les animaux, et ils ont développé tout un système de production qui est sorti de cette approche du traitement de la santé psychologique des patientes qui habitent dans l'hôpital. Et alors, ils ont commencé à produire différentes choses, tout dans ce sens de la biodynamie. Et ils ont commencé à cuisiner et de cultiver et d'expérimenter avec ces plantes-là. C'est une plante qui s'appelle yacon. C'est un tubercule
qui ressemble un peu, je ne sais pas si le prochain c'est, non. C'est un type de tubercule qui ressemble un peu à la patate douce. Mais c'est tout en différentes consistances à l'intérieur, c'est blanc et ça semble y a un goût de concombre et c'est craquant. Et on fait du miel et c'est très très bien pour qui souffre de diabète parce que ça fait des interactions avec l'insuline, les niveaux taux d'insuline. Je ne sais pas exactement, je suis sociologue. Hein. Je ne donne pas des conseils nutritionnels. Alors, et c'était alors, toute cette approche, ça sortit avec ces produits-là pour pouvoir développer aussi des autres semences traditionnelles, en collaboration aussi avec l'Université nationale qui était là. Alors, ils ont commencé à faire, je n'ai pas bien mentionné, mais dans le graphique là, il y avait aussi l'Université nationale, et l'hôpital, le groupe du producteur. Et le groupe du producteur avait créé un système, une banque de semences, où ils ont commencé à récupérer ces semences et les pommes de terre. Ça c'est les types de pommes de terre qu'il faut ici. Hein. Pas ici, parce que ça c'est de notre écosystème. Mais ils ont commencé à répondre à des variétés qui sortent naturellement dans cet écosystème, et ils ont créé un système de banque de semences qui a permis de cultiver tous ces produits et alors avec le banque, les producteurs ne paient pas. C'est-à-dire à la fin de chaque récolte, ils collectent une partie des semences qu'ils rendent à la banque. Et alors, chaque année, c'est comme ça. Et donc, ils arrivent à d'avoir l'autonomie dans leurs semences avec des semences et variétés locaux. Et avec ça, ils ont commencé à faire des produits. Les chips, qui, pour la nutrition, en principe, pas la meilleure chose. Mais avec les propriétés nutritionnelles qui ont les pommes de terre, ça commence à faire... au nouveau, ils ont créé un nouveau marché. Ils ont fait des liens avec ces chefs qui ont commencé à préparer des plats dans des restaurants gourmets dans le Bogota. Et là, ils ont pu différencier les marchés possibles. Parce que pour les producteurs, les premiers consommateurs sont eux, leurs familles. Après le reste, ils se vendent. Et ils se vendent dans différentes filières, on pourrait, différents canaux du marché. Et cela, ça montre en fait la différence entre les emballages ici, qu'ils ont déjà changé, et donc c'est devenu ça, et des préparations qui sont pour différentes segmentations du marché. Alors, la deuxième chose que nous avons remarqué, c'était que pour renforcer les innovations, il faut que les acteurs ont la capacité de négocier mieux dans les marchés, dans la construction des marchés. Parce qu'effectivement, les prix ne sont pas justes, les temps et aussi les attentes ne sont pas forcément justes, à la fois pour les consommateurs et pour les producteurs. Et alors, nous avons examiné les différentes formes du marché qui sont sorties. Ici, nous sommes au Pérou. Là, notre pays est bien sûr avec un écosystème très similaire à ce qui passe en Colombie. Mais là, par contre, il y a eu aussi un programme du gouvernement pour développer et donner des appuis aux producteurs pour les produits traditionnels. Et ils ont créé des marchés, ça c'est dans la ville de Lima. Ça s'appelle les bioferias, qui sont les marchés bio où on trouve que les produits bio, ça passe une deux fois par mois, ça dépend. Ceux-ci sont deux marchés différents en fait. Et ils ont développé des différentes façons de présenter leur propre expérience et les propres
leur propre expérience et les produits. Et par exemple, ils ont développé, ici c'est un guide pour qui vendre au marché. Et ces dernières choses, et donc à l'intérieur, il y a des petites astuces pour comment se présenter, comment, en tant qu'agriculteur, parce que les agriculteurs dans cette ville, ils n'ont plus l'habitude de se confronter avec les consommateurs. Parce que ça fait longtemps que l'agriculteur vend à quelqu'un qui passe, un grand camion, et on n'a aucune interaction avec les consommateurs. Et donc, ça, c'était aussi très important d'apprendre. Et comment expliquer ce que tu fais afin qu'un consommateur te croie. C'est difficile. Alors, pas tous les producteurs sont à l'aise en faisant ça. Alors, ils ont fait beaucoup de boulot là-dessus et ils ont créé ce truc en disant aussi les 10 erreurs qu'il ne faut jamais commettre quand on est au marché. Et donc, chaque initiative crée ses propres matériaux pour pouvoir se mobiliser à l'intérieur du groupe. Et voilà, plus de photos. Et un autre constat qui sort est quand nous avons vu tous ces différents marchés bio, ceux qui ont marché les mieux étaient les marchés qui étaient positionnés à côté du supermarché, c'est-à-dire les gens qui sont allés pour faire les achats au supermarché se sont rattrapés et ils ont acheté les produits, les fruits et légumes dans le marché bio parce que les prix c'était égal au supermarché. Et du plus, ceux qui avaient de la cuisine faite, c'est-à-dire quelqu'un, un traiteur qui pouvait aussi préparer des plats. Et donc, et moi, j'ai vu plein de familles, les enfants qui fréquentent parce que ça devient, un type d'expérience sociale. C'est pas que aller faire les achats, ça devient quelque chose en plus. Et oui, voilà, ça c'est... Moi, je voulais mentionner ce truc-là, qu'ils ont décidé de montrer l'origine de chaque produit. Et comme ça, de faire un peu d'information, communication aux consommateurs, pour pouvoir les permettre de savoir ce qu'ils mangent, d'où ils viennent et qui sont les personnes qui les produisent. Alors, oui, ça... plus ça c'est une bévin chaude du ananas qui est traditionnel, il m'a dit que ça fait quelques effets sur le corps, je sais pas quoi, mais c'est très traditionnel et c'était très bon. Alors, et troisième chose, et favoriser la communication et confiance entre les agriculteurs, les intermédiaires et les consommateurs. Et ça, c'est très lié à ce que nous avons déjà vu au Pérou. Ici, on est en Chili. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris toutes les expériences sur l'Amérique latine ce soir. Bon, et donc, je fais toute la côte, en fait. Colombie, Pérou, Chili, voilà. Et ici, c'est une expérience d'un groupe indigène, du Mapuche, qui sont autonomes et agroécologiques au sud du Chili. Et vous connaissez le quinoa, c'est ça? Qui vient d'arriver ici. Et vous pensez que ça cultive où, le quinoa? Et dans quel type d'écosystème? Alors, oui. Tout le monde pense que c'est une altitude parce que c'est survivre. Ici au Chili, ils sont à 300 mètres, 200 mètres, et ils produisent un type de quinoa qui était l'original du quinoa, qui a encore plus de propriétés nutritives, parce que ce qui est passé, est-ce que le Mapuche était le dernier groupe indigène autochtone qui a résisté à la colonisation, et donc ils ont gardé leur terrain en bas. Ils ne sont pas fuités dans les collines. Alors, ils ont gardé non seulement la culture, mais aussi les produits. Et il y avait aussi des études sur le niveau de nutrition continue dans ce type de quinoa. Et c'est beaucoup plus élevé parce que le quinoa, ce n'est pas forcément fait
dans les altitudes. C'est seulement parce que il y avait voilà, la guerre, la colonisation et tout le reste. Et toutes les populations ont fuité et ils emportaient bien sûr leurs semences. Et comme ça, il y a des choses très intéressantes qui nous donnent une idée aussi sur les origines de certains produits. Et alors, ils sont en train de récupérer leurs approches traditionnelles à la production agroécologique en utilisant une cosmologie mapuche qui s'abat sur 4 pôles en fait qui portent, c'est un peu l'eau et le foie et non le feu, voilà, merci. L'eau et feu, froid et chaud, je crois. Je ne me rappelle pas exactement comment ils sont. Mais chaque produit, comme vous voyez, vient dans différents pôles de leur cosmologie. Et donc, il faut pas les mélanger. Certaines fois, il faut manger à l'intérieur. Et ceux-ci peuvent être mangés ensemble. Ceux-ci, oui, ça, non. Donc, il y a toute une idée sur comment manger qui vient d'une cosmologie qui était perdue. Alors la communauté là est en train de récupérer ces traditions parce qu'ils ont tout perdu. Ils ont perdu la langue, ils ont perdu la culture, ils ont perdu plein leur religion, tous. Et donc la communauté aujourd'hui est en train de récupérer ces choses et ils le font avec l'aide des autres Chiliens qui arrivent, qui peuvent aider dans la reconstruction d'un système local. Alors ils ont aussi un type du poule qui est celui-là, qui fait les œufs bleus. Voilà. Et il y a, voilà, ils ont construit une petite boutique parce que vous voyez, ils ont aussi des moutons. Et ils font beaucoup de lin. Et alors, ils ont créé une boutique. Parce qu'avant toute cette histoire, et la majeure partie de ces producteurs étaient de subsistance. C'est-à-dire, ils étaient complètement hors marché parce qu'ils ne voulaient pas et ne pouvaient pas. C'était trop de pauvreté. Mais aussi, ils ne voulaient pas entrer dans le système capitaliste du marché alimentaire. Mais ils ont commencé à faire des alliances avec certains types de producteurs et de consommateurs qui sont venus à la zone qui est une zone très proche à le volcan qui porte beaucoup du tourisme écologique. Et moi, j'ai rencontré pas mal de Français en fait là. Je sais pas, je peux pas dire si c'était aussi des Belges, mais beaucoup de gens qui parlent français, ils ont découvert cette zone pour le tourisme écologique et l'écotourisme. Et là, ils ont décidé, ok, on commencera à voir un peu avec ces consommateurs qui viennent, qui peuvent nous aider à développer notre système. Et alors, ils ont commencé de vendre des produits. Ici, ils sont en coopératif. Alors, on voyait qu'il y a ça c'est toutes des compotes qu'ils font. Et ils n'ont pas de marque. Et ils n'ont pas de différenciation entre les producteurs. Chaque producteur porte leur propre bouteille au latin là, et ils vendent quand il faut. Pour l'emploi à l'intérieur de ce boutique, ce sont toutes les familles qui font partie du groupe. Ils ont le devoir d'être là une fois par semaine. Et car chacun connaît ses propres produits, ils essaient de vendre les produits à les gens qui viennent. Parce qu'ils ne se partagent pas. Ils ne font pas la collecte commune et ils ne se partagent pas également entre eux parce qu'ils ont des mauvaises expériences avec les coopératifs et ils n'aiment pas cette approche. Ils veulent vendre leurs propres produits, mais il faut vraiment travailler pour les vendre. Alors, ils ont fait ce compromis, c'était une décision qu'ils ont prise.
autour de l'organisation de ce type de marché qu'il fallait pas labelliser, marquer la différence entre les différents producteurs, mais de le faire en collectif, mais d'avoir ces mécanismes informels qui permettent et qui donnent des incitations à eux d'être là. Et ce qui est passé, est-ce qu'ils ont commencé de se retrouver à un nouvel lieu social? Parce qu'à côté, il y a aussi ça s'appelle les cocineras mapuche, qui sont pas des chefs, mais des femmes normalement qui cuisinent la cuisine traditionnelle et qui les vendent à la population. Et donc c'est la cuisine normale qu'on mange tous les jours, c'est pas l'autre cuisine comme en Colombie. Et voilà, ça c'est le label qu'ils ont créé finalement pour tous les produits, mais pas sur chaque produit. Et ils ont fait le lien aussi avec en différents types de restaurants qui ont commencé de vendre leur quinoa. Et voilà, c'est nous. Alors, 4e recommandation. Améliorer les infrastructures publiques et la capacité des acteurs de construire leur propre système logistique et autonome. Ça vient de nos expériences en fait en Tanzanie, Ouganda et Namibie, que les problèmes qu'on trouve d'infrastructure, c'est pas seulement le fait que voilà, là en Tanzanie c'est un peu particulier, tout le thé c'est sorti de camion parce que c'est si mauvais la route. Ça c'est un problème dans plein du pays. Moi j'habite aussi à Rome, c'est un grand problème là aussi. C'est pas seulement dans ces pays-là. Il y a un manque total de manutention des infrastructures, de routes, etc. parce que c'est cher, ce sont des produits qui viennent d'ailleurs, bon, pour plein de raisons. Et déjà là, on peut améliorer. Mais une autre question, c'est un peu l'individualisation du transport qui commence. Et ça, c'est bien d'un côté. On sort des embouteillages avec les grands camions et le contrôle dans le système où il y a une compagnie qui contrôle toute la logistique de la filière et donc forcément il faut vendre à ce monsieur parce que sinon on ne vend pas. Mais il y a aussi des questions environnementales et aussi de sanité des produits. Ça c'est pour le glace en Namibie. Et si on commence à faire trop de petits transports, ça aussi c'est un autre coût dans le système, surtout le coût environnemental. Alors, ce qui passe, c'est au Brésil cette fois. Je fais la tour. Je saute à Argentine. Ici, ils ont créé un système qui est de moyenne taille. C'est-à-dire pas trop petit, mais pas trop énorme non plus. Alors ça, c'est un réseau des producteurs agroécologiques. Je crois que là, il y a les chiffres. Ils se sont organisés. Il y a presque 5000 familles qui font partie du système. Ça, c'est un système totalement indépendant du marché traditionnel. C'est entre familles qui se font le commerce. Et ils se sont organisés avec des nucléos et des hubs comme ça, et des groupes de producteurs. Et donc, il y a 3 niveaux de consolidation qui permettent de faire des échanges entre eux. Alors, ce qui passe, c'est ce point-là, Porto Alegre, et le point au sud, et ce point au nord, Sacramento, ça fait une différence de 1300 km. Et ils arrivent à produire et échanger ces produits. Bon, voilà, ça c'est aussi plus de chiffres. En utilisant un type de camion comme ça. Et pourquoi ça marche? Parce que c'est pas obligatoire que le camion sort plein. Il sort en bas, voilà, ici, avec des oranges. Il se passe par ici, il descend certains produits, il prend des autres. Il passe par ici, sort, descend, et donc ils réemplent tout le temps ce qui est là. Et donc comme ça, le même camion peut faire
tout le parcours en prenant des produits différents parce que le climat ici, c'est totalement différent que le climat là. Là, on est dans la zone tropicale du café. Et ici, c'est graines, c'est beaucoup de soja aussi. Hein. Mais c'est le pampa, en fait. C'est tout un autre agro-écosystème. Et donc, ils sont arrivés à faire un système pour échanger des produits entre les familles sans forcément aller vers les grands distributeurs pour avoir tous ces différents produits voilà, qu'on voit là. Et des bananes, des courgettes, c'est quoi ça le mot plein de choses qui viennent de différents agro-écosystèmes. Et donc, il faut pas sortir du réseau pour pouvoir avoir le mangue que tu cherches quand tu es dans une zone où le mangue n'est pas là. Ils ont créé un système entre familles et ils ont créé cette approche... j'explique ça après. Une approche du nodule, en fait, qui permet de bien regrouper dans des groupes qui sont manageables, c'est-à-dire sont possibles. C'est difficile à gérer un groupe qui est trop large. On n'arrive jamais. Il faut avoir un certain nombre de personnes qui sont ensemble, qui peuvent décider, qui peuvent participer, afin de pouvoir rester avec les valeurs et aussi d'avoir aussi des personnes qui sont actives. Parce que dans la majeure partie des groupes, il y a 2-3 personnes qui sont très actives et le reste sont là et ils sont là. Alors, il faut tout le temps des groupes un peu plus petits pour bien créer la situation sociale. Alors, ils ont développé une approche qui s'appelle un système participatif de garantie, qui c'est une approche alternative à la certification par tierce partie et c'est autorisé selon la loi bio du Brésil, qui peut être utilisé en tant que même niveau de certification que la certification par tierce partie. Vous savez, vous avez jamais entendu cette approche? Quelqu'un? Ça existe en France aussi, Nature et Progrès. Ça existe des autres par ailleurs. Et c'est l'approche où sont des producteurs et les consommateurs et souvent en technicien agricole de la municipalité et des autres personnes qui sont intéressées qui créent le groupe de contrôle d'audit. Et donc, ce n'est pas l'entreprise qui vient faire le contrôle, qui est payée très cher, qui porte vers la fraude dans le système bio, qui on a entendu avant qu'il y aura un film là-dessus. Voilà. Mais par contre, sont les producteurs et les consommateurs de leurs propres produits qui font les contrôles. Et là, ça pose une question autour du fraude et de crédibilité de ce système. Mais toutes nos recherches jusqu'à maintenant montrent que dans ce système, il y a beaucoup moins de fraude parce qu'il y a le contrôle social. Il y a la pression des consommateurs qui ont la possibilité de répondre directement en disant voilà, moi je ne crois pas, votre produit m'a fait mal. Et ça, c'est un contrôle social qui s'alimente beaucoup et ça monte beaucoup dans plusieurs pays. Et ouais, ça c'est les liens qu'ils font. Ça, c'est les churrasqueries, hein. Vraiment comme ils font au Brésil. Ça, c'était la réunion des producteurs. Et donc, pas toutes, mais la majeure partie de ces 4500 familles se réunissent une fois par an pour faire une assemblée générale où ils votent sur les grandes thématiques. Et ils ont eu une collaboration avec ces chefs slow food qui font partie du mouvement slow food pour faire toute la cuisine et tous les producteurs emporter les produits. Et donc, c'était les produits des producteurs, pas en catering externe, etc. Alors, 5e recommandation. Et du porter de légitimité à ces expériences qui sont déjà en train de se faire. Ça, ça aide beaucoup. Et les politiciens cherchent tout le temps d'avoir des nouveaux programmes, de créer des innovations, et ils oublient qu'il y a plein de choses qui se font déjà. Et nous avons trouvé que peut-être la meilleure chose que certains gouvernements ont fait,
c'était de légitimiser ce je ne sais pas si c'est de légitimer, légitimiser aussi. Bon, et ce qui existe déjà, c'est-à-dire de reconnaître des personnes qui ont créé déjà des mouvements, qui ont déjà créé des marchés, qui ont déjà créé des systèmes logistiques, et de les reconnaître. C'est-à-dire pas forcément le réglementer, mais du mettre, par exemple, avec les SPG, les systèmes participatifs de garantie, dans des autres pays. Et certains ministères ont commencé à faire des listes. Et pour dire, voilà, vous avez un SPG, on fait confiance que vous gérez votre SPG. Ce n'est pas équivalent au label bio, mais vous avez le droit de le faire. Et ça, c'est quelque chose qui passe aux Philippines avec leur approche à l'SPG, parce qu'il y a un SPG qui était initié par une collaboration avec le conseiller agricole d'une municipalité de la commune, avec des groupes de producteurs, avec l'université, pour construire tout un système. Et ça, c'était fait il y a 20 ans. Et il a toujours marché à niveau de la commune, en fait, de la région. Le gouvernement avait décidé de faire une loi bio, de permettre des produits bio, et ils ont dit, dans la loi, il faut la certification tierce partie. Et donc, en faisant ça, ils ont aboli la possibilité de continuer à faire, d'utiliser cette approche pour se certifier. Et en faisant ça, le gouvernement avait rendu ces approches illégales, finalement. Et alors, ils se sont mobilisés, avec l'appui aussi de la municipalité, pour protester. Et enfin, et c'est un processus qui vient juste de terminer, mais ce n'est pas encore publié, mais le gouvernement a donné la tâche au mouvement d'écrire la loi, ou l'implémentation de la loi, qui permettra au SPG d'exister. Et alors là, ils ont reconnu qu'il y a aussi des autres approches à la certification qui existent dans le pays, et ils ont collaboré avec les mouvements qui étaient derrière ça, qui a permis en fait la relégalisation, parce que c'était légal avant, parce qu'il n'y avait pas la réglementation, et voilà. Et ce sont toujours des questions de comment interagir avec ces approches sur les lois qu'il faut suivre, parce qu'on est tous citoyens. Alors, moi, je vais dépasser un peu, peut-être rapidement, ça c'est Trinidad, parce que je vois que c'est un peu tard. Ça va? Ok. Là, ceux qui viennent de passer au Trinidad, c'est encore autre chose. Et là, on a travaillé avec une communauté qui est bien à l'intérieur d'une forêt tropicale, qui a eu... Alors, le comité de cette communauté était créé par le ministère du Tourisme, qui voulait promouvoir l'écotourisme. Et ils ont eu l'idée brillante, alors chaque communauté doit faire un comité pour développer un type du tourisme dans leur propre communauté. Cette groupe est le seul groupe qui a résisté. Ils ont fait 30. Ça, c'est le seul qui résiste depuis 20 ans. Et ils ont résisté parce qu'ils n'ont pas commencé seulement avec le financement qui est venu du ministère pour lancer, pour créer une petite structure, mais ils ont vraiment pris au cœur le concept de construire une communauté qui pouvait créer des emplois pour les jeunes et pour toutes les autres personnes qui voulaient travailler. Et ils ont essayé de récupérer certaines pratiques qui étaient un peu perdues. Alors, la première tâche était de construire des parcours chemins à l'intérieur du bosque pour parce qu'il y a des des oiseaux. Voilà, des oiseaux qui sont très très connus, très rares.
Et donc, ils voulaient développer ces chemins-là pour pouvoir porter des personnes qui sont plutôt des naturalistes, pas vraiment de tourisme, mais des naturalistes qui viennent pour regarder les oiseaux. Et alors, le premier tâche était de maintenir ces chemins-là. Mais ils ont décidé qu'en faisant ça, il fallait de peine aussi voilà, que je suis en centre pour les visitateurs où ils pouvaient accueillir aussi des personnes qui sont venues. Là-dedans, il y a des résultats de recherche parce que plein de personnes qui arrivent pour regarder les oiseaux sont des biologistes, écologistes qui font de la recherche sur la biodiversité. Et alors, ils ont créé aussi un lieu pour montrer les résultats de recherche et en même temps, ils ont commencé à récupérer d'utiliser cet espace parce qu'avant ça, ils n'avaient pas un espace communautaire. Et donc, ils voulaient faire aussi des choses collectives, mais sans un espace physique, c'est difficile à se réunir. Alors, cela a permis aussi la création de ce festival qui est autour d'un plat typique de la zone. Et avec ça, c'est un processus depuis 10 ans, parce que chaque année, ils ont commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, ils ont décidé de récupérer des plantations de cacao et de café qui étaient abandonnées à l'intérieur de la forêt. Et je n'ai pas une photo ici, mais ils sont vraiment... qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Oui, voilà. Ça, c'est le forêt, en fait. Et moi, j'ai bu l'eau parce que c'était... hyper clair, comment dire, sans problème, sans batterie. C'était très, et ça, on est dans la forêt tropicale, et donc c'était vraiment bien maintenu du côté environnemental. Et c'est difficile à voir, mais effectivement, les plantations sont à l'intérieur d'un système forestier. C'est-à-dire, ce ne sont pas les plantations qui sont que les cacao ou le café. Ils sont vraiment intégrés à l'intérieur du écosystème maintenant, parce qu'ils étaient abandonnés il y a 100 ans. Et alors, les arbres qui sont là sont vraiment au sous-canopée. Et donc, ils ont commencé à récupérer et de mettre en place les pratiques agroécologiques pour pouvoir pas replanter et faire la plantation, mais de collecter le café et le cacao. Et avec ça, ils ont commencé à empaqueter et de les processer. Et effectivement, ceci, je ne sais pas si ça marche, oui, a permis de récupérer une ancienne pratique qui se fait la danse du cacao, où c'est à la fin du saison, c'est on fait le flacon avec les pieds nus, et ça c'était l'ancienne façon de faire du cacao. Et voilà. Et maintenant ils font chaque année, à fin de saison, fin de la collecte, cette festivité qui est traditionnelle, qui permet aussi d'enrichir les personnes de la ville, de bien maintenant participer, parce que toutes les personnes participent. C'est le patois du Trinidad qui est un mélange de français, d'espagnol et de Voilà, ok. Bon. Où je suis avec le temps? Ok. Alors, moi, je vais finir, je vais sauter certains slides. Parce que je voulais faire aussi discuter de ce que nous sommes en train de faire maintenant, mais bon, c'est bon.
Ce qui est très important et ce qui sort de tous ces travaux que nous avons fait dans plusieurs pays, est-ce qu'il y a à la base de tous ces processus, toutes ces initiatives, un besoin de revaloriser l'agriculture, et surtout l'agriculture durable. Aujourd'hui, on considère que le travail agricole, ce n'est pas le travail qu'on veut faire. Et il y a peu de gens qui veulent rester là, qui veulent travailler le terrain, parce que c'est devenu avec un processus de modernisation de nos sociétés. C'est devenu, c'était considéré quelque chose qu'on a dû faire avant d'avoir la chance de faire autre chose. Et alors, pour beaucoup des personnes qui travaillent avec nous, ils sont des personnes qui sont revenues à l'agriculture. Il y a aussi des groupes qui sont des agricultures de base, mais aussi des autres qui sont revenus, parce qu'ils pensent différemment au rôle que l'agriculture peut jouer dans la société et aussi dans nos vies de consommation, parce que enfin, tout le monde mange et on ne peut pas éviter de manger. C'est fondamental pour nous. Et alors, c'est important de changer un peu comment c'est organisé à l'intérieur de nos sociétés pour pouvoir faire des changements. Voilà, j'ai oublié de mettre ça. Je l'ai dit. Mais effectivement, on trouve que le côté économique, et c'est très important, mais il ne doit pas être la base de tout ce qu'on fait dans la société. Le social est très important, c'est toujours un milieu, parce que c'est ce qui fait le lien entre le naturel et l'économique, en fait. Mais il faut chercher de renverser un peu ces rapports et de chercher de trouver des solutions qui le fait de façon où on continue à vivre bien entre nous. Alors, je passe. Ça, c'est la guide que nous sommes en train de faire. Et moi, je le sorte. Là, j'étais en Chine, j'étais au Sénégal, j'étais encore autre chose. Et donc, c'est pas que Amérique latine où toutes ces choses font. Oh bon, pardon, ok. Alors, on est là, non? Et vous êtes une ville en transition. Et vous voulez changer comment vous vivez. C'est ça ce que j'ai bien compris. Et si on se retrouve avec le supermarché, les avions et tout le reste, et c'est ça ce qu'on veut avoir, peut-être pas forcément ça, mais ça c'est une jolie photo que j'ai trouvée sur Internet. J'ai mis le lien là. Alors, il faut du boulot, il faut travailler pour le faire. Ça ne vient pas tout de suite. Parce que comme vous avez écouté, il y a plein de choses qui passent. Plein d'expériences qui sont tellement différentes, mais en même temps, il y a plein de choses qui sont en commun. Et alors, ça, moi, je rentre un peu dans la théorie. C'est-à-dire, si on veut faire du changement, de transition, il faut vraiment comprendre où on est avant. Parce que sinon, c'est difficile à savoir quoi changer, parce qu'on ne sait pas ce qui ne va pas. Et donc, il faut vraiment être bien conscient de ce qui ne plaît pas, qui ne marche pas, qu'il faut changer. Par exemple, ça, nous étions en Inde, nous avons commencé là, dans un jardin en Delhi, c'est un jardin urbain, parce que maintenant, aussi au Delhi, ils sont en train d'essayer de changer la ville. Et donc, nous étions là. L'avenir qu'on veut, ça c'est clair, il faut avoir l'imagination. Il faut aussi réfléchir et penser à l'impossible. Parce que l'impossible, c'est impossible, mais certaines fois, c'est possible. C'est vraiment une question de pouvoir avoir une vision de la direction dans laquelle tu veux aller. Ça, c'était notre vision. Alors, pour arriver, il y a la transition. C'est un processus. C'est pas on fait en soi. C'est quelque chose qui passe du changement avec beaucoup de travail à l'intérieur et par tous les différents acteurs.
Et un constat très important qui sort de tout ce que nous avons fait, est-ce qu'il y a des intermédiaires? Ce n'est pas l'intermédiaire dans le sens que vous pensez, c'est-à-dire le mauvais intermédiaire qui va voler tout l'argent, etc. Ça, c'est l'intermédiaire marchand qu'on connaît un peu dans le système normal. Mais il y a aussi des intermédiaires qui veulent participer dans ces transitions, qui ont aussi des valeurs qui sont comme les valeurs des producteurs et des consommateurs, et effectivement, sont nous. Parce que sans ces intermédiaires, c'est impossible de passer d'un côté à l'autre. Parce qu'il faut collaborer. Parfois, c'est pas facile. Je suis pas là pour dire il faut chanter le kumbaya et le reste. C'est difficile de collaborer. Il faut trouver des solutions qui marchent pour le groupe, qui permettent de prioriser certaines choses à certains moments dans une transition et de laisser à côté des autres parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Mais il faut des gens. Voilà. Ça, c'est la publicité. Parce que tout ce que nous avons fait, c'est inclus dans ce réseau de One Planet Network, qui est un réseau mondial avec plein d'initiatives, plus de ceux que moi je vais mentionner. Et là, il y a des autres astuces, des autres expériences du projet, et donc il y a plein de choses à apprendre à l'intérieur de ce réseau-là. Et je crois que c'est fini. Oui, voilà. Merci beaucoup pour la patience. Voilà, donc comme toujours, on va avoir un petit moment d'échange et de questions maintenant. Le micro fonctionne, voilà. Et donc voilà, la parole est maintenant à vous. Je vous écoute pour vos questions. Levez vos mains, n'hésitez pas. Ah, il y en a une là-bas. En général, j'ai l'honneur de la première question, mais pas cette fois. Merci. Au sujet des recommandations que vous avez formulées, j'ai remarqué surtout sur la 4e, donc vous abordiez le réseau logistique au Brésil. Vous avez évoqué brièvement une taille bien particulière des réseaux, et je ne sais pas si c'est exprès ou pas, mais vous ne l'évoquez pas, cette taille. Donc, c'est ma première question. La toute première, c'est savoir quelle est la taille, selon vous, utile, efficace pour que ce réseau fonctionne réellement. La taille des personnes qui peuvent travailler bien ensemble. Oui, mais ça c'est vraiment la toute première question. Ouais. J'en ai une autre après. C'est surtout, enfin, évidemment, on n'est pas le Brésil ici. À plus de 3000 km d'ici, ça va être quand même compliqué, je pense, en Europe de collaborer. Donc, comment ce système est transposable à notre société actuellement, où on a d'autres contraintes de temps, de prix, de réseau, de communication. Voilà, juste pour savoir concrètement en quoi c'est transposable. Et donc, pour nous, quelle serait donc la taille idéale pour un système européen qui est plus dans le confort que dans un système brésilien, en termes économiques et de ressources. Et alors, pour la taille des producteurs ou des familles qui travaillent ensemble, nous avons trouvé que ça dépend entre 10 et 30 familles. Parce que au-dessus de là, c'est difficile à faire si que tout le monde participe. Mais en faisant des groupes entre ces groupes-là, ça peut arriver à plusieurs. Mais là, ça compte vraiment la communication, le système de communication qui s'est mis en place. Ils utilisent WhatsApp. WhatsApp existe ici. Et aussi comment dire, le calendrier du passage du camion, et ça passe par WhatsApp. Donc, il y a un WhatsApp groupe et chacun dit, voilà, moi je pars avec mes oranges, qui en veut des oranges, et ils se font comme ça. Et plein de nos partenaires, en Chine aussi, ils ont différents types d'applis comme ça, qui utilisent cette approche pour rester plus proches. Facebook, ils ont plein de pages Facebook, chacun d'entre eux. Et la taille pour vous, ça dépend vraiment de ce que vous cherchez. Parce que c'est tout à fait possible. Parce que moi, j'ai fait le calcul, Varsovie, c'est presque
1300 mètres d'ici. Déjà, le poulet que vous mangez dans le supermarché vient de Varsovie, pas de Varsovie, mais de la Pologne. Déjà, ça existe. Et alors, et pour élaborer, c'est une question de la langue. Voilà. Ça, c'est pour ça que normalement, c'est plus facile ici en Europe que les gens travaillent à l'intérieur de leur propre pays. Mais ce n'est pas hors question qu'on ne peut pas faire. En Italie, par exemple, il y a des réseaux qui s'appellent GAS, Gruppo di Acquisto Solidale, qui sont des groupes de consommateurs qui s'organisent et qui chacun prend une approche en tâche pour organiser avec différents producteurs et ils arrivent à faire transporter moi je parle toujours des oranges, je ne sais pas pourquoi, c'est la saison en fait. Et les oranges de la Sicile jusqu'à Turin sont passés par un intermédiaire on pourrait dire conventionnel qui contrôle le commerce. Et donc, il y a aussi des façons de faire. C'est plus facile à l'intérieur d'un pays parce qu'il y a la langue. Mais la distance, c'est vraiment comment vous arrivez à bien communiquer entre vous. Je ne sais pas si c'est satisfaisant, mais... En Europe, il y a plein d'expériences, plus que dans les pays d'ailleurs, en fait. Bonsoir. Bonsoir. J'ai été interpellée par cette expérience, je ne me souviens plus, en Amérique latine, où ils avaient eu des mauvaises expériences avec les coopératives, oui. Et donc ils sont revenus à un autre système quand même coopératif, mais différent. Notre expérience, on a eu plusieurs de ces sortes de gaz dont vous parlez dans la région. Il y en a qui existent toujours à Bruxelles, mais on avait un grand réseau à Mons qui a plus ou moins dissous avec d'autres alternatives qui sont nées. Donc on a fait une sorte de transition très coopérative et humaine entre nous. Mais on était confrontés aussi à des problèmes qu'il y a toujours quelques personnes, peu, qui portent beaucoup du travail. Et je me pose la question, nos idéaux, nous on est, comme vous avez dit, dans cette transition entre là où on est, là où on va. Je me pose des questions au niveau de coopération par rapport à l'individualisme. J'essaie de revenir à la question que j'avais quand même formulée. D'accord. Je me demandais si vous aviez d'autres exemples de compromis, entre guillemets, entre cet idéal où on va travailler ensemble et là où on est, ou le système capitaliste que nous, on aimerait voir un peu derrière. Oui, je pense que ce sera... Oui, d'autres exemples. Est-ce que vous pensez que ça fait partie de la transition ou est-ce que ça sera aussi dans la destination ultime complètement coopérative ou voilà, un peu d'individualisme aussi. Oui, c'est un peu toujours utopique de penser qu'on va arriver à l'utopie. Enfin, on est tout le temps en transition, je crois. Et alors, moi, je dirais que... Et vous avez mentionné le cas là du Chili et l'expérience de la coopérative. Et là, à mon avis, il y a eu des raisons. Alors, j'explique la raison pour laquelle ils ont décidé de ne pas faire collectivement, comment dire, la collecte de l'argent et de le partage équitablement entre tous les différents producteurs. Précisément parce que dans les coopératives d'ailleurs, ils étaient des coopératives organisées plutôt par les ONG et par les organismes de carité européens, et surtout avec, si je peux me permettre, avec des composants des églises qui sont arrivés, qui a fait tout le boulot pour créer ces coopératifs sans l'esprit du coopératisme. Et avec ce groupe en particulier, tout leur argent était volé par la personne de l'église qui a échappé avec l'argent. Alors, ils ont eu des mauvaises expériences. Et ce n'était pas seulement eux. Beaucoup de ces coopératives qui étaient dans la même zone ont eu la même expérience. Et alors, ils ont décidé non, parce que notre approche à la coopératisme, ce n'est pas du partager équitablement.
parce qu'il faut aussi valoriser le travail de chacun. Alors, si quelqu'un veut travailler du plus, il faut le permettre qu'ils gagnent du plus parce qu'ils ont fait du plus. Alors, c'est avec cette mentalité qu'ils ont décidé de faire le partage un peu plus individuel. Et dans nos expériences aussi en MBB, c'était la même discussion que nous avons eue, c'est vraiment difficile aussi grâce au fait que les gens sait vivre séparément. Et aussi quand on voit comment les gens qui sont un peu plus dans comment dire, les familles nucléaires, les nucléofamiliaires qui sont plus petits, il n'y a pas les systèmes qui sont un peu dans la société qui permettent de partager plus équitablement avec tout un réseau des personnes qui peut être des tantes, des cousins qu'on ne connaît pas, mais on donne toujours certaines choses. La société est changée, est différente. Alors, il faut partir de comment vous êtes plus à l'aise en s'organisant et de créer un système que tout le monde trouve équitable. C'est ça le truc. Parce qu'en Équateur, que je ne vais pas mentionner, ils ont collaboré avec le marché, comment c'est, le grossiste, c'est-à-dire le marché conventionnel, pour pouvoir faire entrer le produit écologique à l'intérieur de ce marché parce qu'ils n'ont pas eu toute la production pour tous les produits que les consommateurs voulaient. Et donc, avec un groupe des consommateurs et un groupe des producteurs, ils ont dû collaborer avec un autre intermédiaire qui était l'intermédiaire classique pour pouvoir donner un panier chaque semaine qui avait tous les produits que le consommateur voulait. Mais pour faire ça, ils ont dû passer 1 an en discussion entre tous les représentants de toutes les différentes parties prenantes pour dire, OK, on va établir un prix juste, que tout le monde est content, que ce soit un prix juste. Et donc, il faut de discussion pour pouvoir voir ce qui est acceptable pour chacun. Et ça dépend vraiment de la culture d'où vous venez et comment vous êtes habitué à travailler déjà. Et il faut vraiment essayer de négocier. Et ça, c'est pas facile pour tout le monde. C'est ça peut-être la partie qui est la plus difficile. Et là, de voir des personnes qui sont sensibles à l'équité, c'est très important. Bonsoir. Moi, je me demandais en fait comment, je ne sais pas si on m'entend bien. Je me demandais comment tous ces groupes qui s'organisent parviennent à faire en sorte de fonctionner, parfois d'un peu s'agrandir, sans se faire récupérer par justement des groupes beaucoup plus traditionnels qui voient l'opportunité de capitaliser. Ouais. Et donc là, à ce moment-là, comment, parce que vous avez souvent parlé de pouvoir public aussi, ouais. Comment ces pouvoirs publics peuvent se transformer en acteurs un peu genre Sharing Cities où ils sont là pour soutenir l'initiative et finalement pour préserver ces groupes d'une récupération par des lobbies de grandes multinationales qui voient là des espaces très préservés, une eau extrêmement saine et bonne. Ouais. Et donc j'imagine qu'il y a quand même un peu de convoitise autour de ces groupes qui ont réussi à s'organiser et à devenir finalement autonomes. Ouais. Voilà, comment est-ce qu'ils peuvent être un peu garantis dans leur fonctionnement? Oui, c'est une bonne question en fait. Le changement d'échelle et ce qu'on espère quand on parle de la transition, non, parce qu'on veut aussi que les gouvernements nous écoutent et changent le loi autour de approvisionnement de certains produits, par exemple pour l'énergie, pour plein de choses. Et ça, c'est très important. Il y a un rôle pour le gouvernement. Moi, je fais beaucoup des études sur la responsabilité des entreprises. Et un constat majeur, est-ce que l'entreprise fait ce qui est légal? Et donc, si c'est légal, c'est légal. Il n'y a pas d'incitation. Il y a des bénévoles, oui, certaines fois. Mais la majeure partie des entreprises fait ce qu'il faut faire légalement. Alors, il y a un rôle très important pour le gouvernement de changer les lois qui fera des contraintes.
surtout si on parle des questions climatiques et de l'environnement, il y a plein de choses à faire. Par rapport aux groupes qui sont à ce niveau, qui sont des groupes petits, ça dépend de la vision, de leur vision, de ce qu'ils veulent faire. En Chine, par exemple, je n'ai pas parlé de l'expérience, mais c'est un groupe de CSA qui sont des AMAP, en fait. C'est le groupe des AMAP. Et ils ont un espoir national de faire le réseau national. Et ils sont déjà à 10 000 AMAP, parce qu'en Chine, c'est énorme. Donc 10 000, c'est pas grand-chose. Mais alors, ils ont commencé avec un seul. Et là, ils sont en train de négocier avec le gouvernement à niveau national pour les reconnaître, de mettre des subventions et tout le reste, parce qu'il faut bien réfléchir autour de comment notre système aujourd'hui est déjà organisé. Il y a beaucoup de subventions qui n'encouragent pas les petites et moyennes entreprises, par exemple. Il y a plein de choses qui créent des problèmes pour eux, pour sortir, pour avoir le financement qu'il faut pour élargir ou pour s'établir en plus. Et alors, il y a des choses là. Pour qui commence avec une niche, comme je l'ai dit avant, ça dépend de leur vision. Moi, je dirais qu'à moitié, ou la plupart de ces initiatives, mais ce ne sont pas toutes les initiatives, ils veulent rester petits. Ils ne veulent pas changer l'échelle eux-mêmes. Mais par contre, ils veulent encourager des autres groupes qui sont également petits de faire ce qu'ils veulent faire et d'avoir l'autonomie de le faire. C'est-à-dire, c'est ça un peu le concept de la transition et tous les mouvements dans lesquels vous participez. C'est l'idée que chaque groupe qui se forme doit être autonome dans leur vision et de faire ce qu'on peut faire. Parce qu'on ne peut pas dire qu'une solution seule va nous changer le monde. Il y a plein de solutions. Et donc chacun doit faire ce qu'il ou elle peut faire à ce niveau. Et s'il y a l'espoir ou l'idée de s'élargir, changer l'échelle ou même, certaines fois, oui, il faut collaborer avec peut-être des acteurs dans le système qui ne sont pas, qui sont conventionnels, on pourrait dire. Toutes les expériences jusqu'à aujourd'hui disent que ces acteurs ne changent pas. Certains peut-être, mais les acteurs non. Et c'est pour ça qu'il faut avoir aussi les gouvernements qui font des changements. Et aussi des expériences qui continuent à se multiplier dans les niches à petit niveau. Et je m'arrête, je parle un peu trop. Désolée. Bonsoir. Bonsoir. On a beaucoup parlé des autres pays. En Europe, les expériences que vous avez vues en Europe, quels sont les blocages principaux que vous avez pu constater dans l'organisation de ces groupes et dans leur autonomisation, j'ai envie de dire, et dans leur développement? En Europe? Oui, et particulièrement en France, puisqu'il y avait la France qui était dans un des... La France, le cas de la France, je ne vais pas expliquer, je l'explique un peu pour donner une idée pour ceux, et je peux expliquer l'expérience parce qu'il y a quelque chose qui bloque maintenant en fait. Alors, c'est une expérience de l'INRA et avec ma collègue de Yuna Shifolu qui a écrit avec moi sur l'innovation sociale. Et dans une petite ville à l'extérieur c'est dans le, comment dire, le suburban, périurbain de Montpellier, au sud. Ils ont créé un nouveau marché en Châtres pour le marché des producteurs qui étaient... Alors, ils ont commencé... parce que c'est toujours un processus. Ils ont mis en place alors, un comité avec la municipalité, l'INRA, qui était Yuna, avec des producteurs, des consommateurs impliqués et des autres intéressés dans les services publics. Et ils ont créé un comité pour dire on veut avoir un différent type de marché tous les samedis. Et on veut prioriser les producteurs locaux, les produits locaux,
Mais bien évidemment, on veut aussi des mangues, des bananes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et alors, ils ont mis en place un processus de négociation entre les différents acteurs qui étaient toujours dans leur groupe. Voilà, les producteurs ont eu leur réunion à part. Et aussi les consommateurs, et ils sont réunis un peu représentant les différents intérêts. Et ils ont décidé de créer un système de labellisation qui s'appelle Ici c'est local. Je ne sais pas si quelqu'un l'avait entendu. C'est un système de labellisation et qui n'est pas un label sur un produit. C'est sur un placard là au banquette du marché. Il y a 3 couleurs différentes. Vert veut dire que c'est du producteur même. Viol, je crois, c'est du origine France. Et orange, c'est plus loin. Et donc, ils ont décidé que pour eux, ils ont commencé en disant, bon, on veut tous les produits bio. Parce qu'on veut bio. Mais c'était trop compliqué, trop difficile de faire ça. Parce que tous les produits n'étaient pas disponibles dans la zone, parce qu'ils voulaient aussi prioriser les producteurs locaux. Et alors, avec cette discussion, ils sont arrivés à un système qui pouvait labelliser l'origine des produits selon la distance, en fait, que les produits ont voyagé pour venir. Et là, certains producteurs font aussi et vendent les produits de l'étranger et le reste dans le marché. Mais ce qu'ils ont noté était pendant le temps, tous les cartons, comment ça s'appelle les placards là, les panneaux, voilà, qui étaient du couleur orange, sont presque tous disparus. Parce que les consommateurs ont cherché et ont voulu prioriser, et c'est lui qui était vert du producteur même. Et alors, c'est très bien marché là. Et l'INRA maintenant veut changer les chaînes. Il veut faire une start-up. Il veut mettre en toute France, dans toutes les villes, que chaque ville peut faire la charte pour le marché avec leurs propres priorités, etc. Et ça crée un peu de problème parce que c'est pas un label qui est reproduisable dans toutes les villes. Parce que c'était une décision de cette communauté pour prioriser comme ça. Et la vision de ma collègue et des autres collègues était qu'il doit être autonome pour les villes. Et donc l'INRA doit servir un rôle de médiateur pour permettre la décision, pour faciliter les discussions entre tous les différents acteurs, pour arriver à avoir, peut-être avec les mêmes couleurs, mais des normes derrière les cahiers des charges un peu différentes pour chaque ville. Parce que c'est vraiment les priorités de la ville. Et alors, là, on est en face avec des institutions qui ont un modèle d'innovation, de changement d'échelle, qui est un peu classique. Parce que, et ça, c'est peut-être le grand problème ici en Europe. Et moi, je dirais la même chose parce que je travaille dans la recherche. Et ces expériences ont eu vraiment de la chance de trouver des chercheurs qui étaient vraiment prêts à laisser tomber un peu, certaines prétentions que les chercheurs ont normalement pour travailler ensemble, expérimenter ensemble. Ça commence beaucoup en Europe. Il y a plein de réseaux de chercheurs qui font ça. Mais de vraiment expérimenter ensemble et pas forcément autour des questions de recherche qui sont des chercheurs, mais des questions de recherche des producteurs ou des consommateurs, c'est difficile en Europe. Encore, on n'est pas encore là. On essaie. Mais... Et donc, moi, je dirais il y a des institutions qui créent des blocages. Hein. Alors, il est presque 9h. Il est temps d'aller boire un verre de vin, je crois. Mais je voudrais quand même, parce que c'est moi qui ai le micro et que j'aime bien poser une question quand même, je voudrais quand même, moi, peut-être pour conclure, on a vu qu'il y avait beaucoup d'initiatives qui existaient, des initiatives de petite taille. La taille, elle est importante. Ça consomme beaucoup d'énergie de communiquer, d'organiser, etc. Quelle
finalement échelle on peut espérer atteindre avec ces systèmes de production alternatifs? Et est-ce qu'on va finalement un jour réussir à se passer de Monsanto pour produire une part significative de l'alimentation sur Terre par des systèmes comme ça? Donc d'abord, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? 1%, 2%? Et est-ce qu'on peut espérer que ça augmente à l'avenir? Ouais, les chiffres, je ne connais pas. Si on a les chiffres que 65% des semences sont contrôlées par 3 industries, alors on est là avec 300%. Alors, 30%, c'est pas zéro. Et selon les chiffres de la FAO, 80% de la production des aliments globaux, se sont faits par les petits producteurs. C'est-à-dire la majorité de la production agricole est faite par les petits producteurs qui n'ont pas milliards des hectares. Et alors, moi je suis toujours optimiste, ça c'est mon côté américain. Je suis toujours optimiste que ces initiatives peuvent prendre forme. Parce que moi je vois dans tous les pays où je vais, et je voyage beaucoup, il y a tout le temps une initiative. Et ça, et moi, depuis avant 10 ans, c'était plus rare. Ça veut dire qu'il y a des mouvements qui sont en train de se développer. Et bon, moi, je suis optimiste que, oui, on peut changer aussi avec les petites expériences, mais c'est un peu la ténacité qu'il faut. Les chiffres, on est, oui, je dirais, avec cette approche. Ok, alors, c'est pas vrai. Parce que nous avons fait avec Grete et l'INRA un sondage représentatif en 2016, je crois, 2015 ou 2016, des consommateurs français. Et la question était s'ils ont acheté dans un marché alternatif du marché conventionnel dans le dernier mois, aux dernières semaines et derniers mois. Et dans les derniers mois, c'était 42%. C'est-à-dire, on est presque la moitié. Bon, c'est un sondage, c'est-à-dire, ils ont interviewé 1500 personnes, mais c'était représentatif parce qu'ils ont choisi tous les critères pour un sondage représentatif. Mais ça change et les gouvernements commencent à écouter aussi. Et moi, je peux dire, ma position dans un institut de recherche publique, les positionnements aussi sont changés. L'INRA maintenant travaille beaucoup sur l'agroécologie, sur l'agriculture biologique et sur ces marchés qui avant ce n'était pas le cas. Et alors, il y a des petites choses, mais comme je l'ai dit, il faut à tout niveau des changements. On ne va pas résoudre totalement avec les petits marchés week-end comme ça. Il faut changer aussi la façon de voir les supermarchés. Il y a des expériences en Europe que les supermarchés sont en train de fermer les portes parce qu'ils n'ont plus suffisamment de commerce, surtout les hypermarchés. Parce que nous sommes passés dans une période où toutes les grandes surfaces étaient à la mode de créer le grand parking, le grand surface, et ils s'arrêtent. Et on voit dans les villes les petites... tout Carrefour, par exemple. Mais Carrefour City et le reste qui commencent à adopter et coopter le modèle de petites entreprises d'avant. Et là, l'enjeu est d'avoir les bonnes incitations du gouvernement pour ne pas subventionner ces grands, mais au lieu de faire ça, de permettre aux citoyens de créer de petites et moyennes entreprises à ce niveau. Ça, c'est bien clair. Bon, merci. Merci beaucoup. Je propose qu'on clôture ici la soirée, non sans d'abord remercier Alison Locanto. Avant que vous ne partiez, je vous rappelle les 2 prochaines dates. Le 21 mars pour notre atelier Zéro déchet. Le 23 mars pour la conférence exceptionnelle de Rob Hopkins. Et je vous rappelle qu'il y a 4 exemplaires du rapport de la FAO qui sont à distribuer et à se faire dédicacer. En réalité, il n'y en a plus que 3. Merci, bonne soirée.